Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'OSAP, l'émission où l'on s'autorise à penser. On a trop souvent tendance à ranger dans des cases étanches la culture. D'un côté, la bibliothèque, de l'autre, la playlist musicale. Pourtant, si Victor Hugo et Alpha One menaient au fond le même combat, celui du mot juste, de la rime qui claque et de l'époque qu'on dissèque, mon invité d'aujourd'hui a décidé de briser ses frontières. Elle est journaliste, elle a fondé le média digital Mots Croisés et elle publie un livre passionnant, Rap Littérature 2.0. Du sonnet classique aux 16 mesures de la trappe, elle fait s'asseoir à la même table Jams et les grands noms de notre patrimoine littéraire. Elle décrypte les textes et les figures de style pour nous prouver une chose, le rap n'est pas le cousin éloigné de la littérature, c'est sa suite logique. Alors, le rap est-il le nouveau terrain de jeu des poètes ? Quel est le projet derrière ce livre? On en parle tout de suite avec son autrice, Juliette Mita. C'est parti pour OSAP. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Juliette et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cyril, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Juliette, on sent chez toi du coup ta double passion pour la littérature et pour le rap. C'est presque obsessionnel, j'ai l'impression, de ces deux passions-là. À quel moment tu t'es dit, en fait, il faut absolument que je fasse dialoguer ces deux mondes? On va dire que ma passion, comme tu le dis, elle vient vraiment des mots. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un amour des mots depuis que j'étais toute petite. Au début, effectivement, c'était dans les livres. Et après, un petit peu au collège, j'ai découvert le rap. Et je me suis aperçue que je retrouvais vraiment la même chose qui animait les livres, à savoir l'écriture, l'idée de transmettre des messages, etc. Et plus j'en parlais autour de moi, plus je me rendais compte que le lien n'était pas vraiment évident pour les autres. Et qu'il y avait une espèce de rejet, finalement, plus d'un côté que de l'autre, évidemment. Et du coup, je me suis dit je me suis dit que ça pourrait être intéressant, justement, de créer un espace où on ouvrirait ce dialogue, et où, en fait, on effacerait, comme tu l'as dit en introduction, les frontières qu'on a tendance à mettre entre ces genres. Et montrer, justement, en faisant dialoguer différents auteurs qui ont des horizons assez variés, que finalement, ils sont tous regroupés autour de l'amour des mots. Effectivement, je trouve qu'on le sent assez bien dans ton livre, en tout cas cette démarche, cette volonté de nous expliquer que finalement c'est l'amour des mots qui relie ces deux genres littéraires en final. Ton livre, en fait, c'est une opération un peu de diplomatie culturelle, j'ai envie de dire. Est-ce que à qui tu cherches à convaincre? Est-ce que tu cherches à convaincre, je sais pas, le prof de français qui trouve que le rap c'est que du bruit, c'est pas de la poésie, ou au contraire le fan de trap ou de drill qui, pour lui, Victor Hugo, à défaut d'être une rue, il n'a pas spécialement envie de lire les livres que Victor Hugo a pu écrire. Tu cherches à convaincre qui, en fait, avec ce livre? Je pense que j'ai essayé de le penser pour s'adresser à deux types de publics, et d'ailleurs un troisième qui est un peu la jonction des deux. Côté, on va dire, les fans de littérature, il y a vraiment cette démarche de ma part de effectivement prouver et un peu ouvrir les yeux des gens, sans prétention. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a une espèce d'hypocrisie à ne pas reconnaître la force littéraire du rap, et j'essaye du coup de la présenter dans ces pages-là. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que non seulement je dis qu'il y a une force littéraire dans le rap, mais ça, à la limite, qu'on la reconnaisse pas, c'est juste politique et hypocrite. Mais ce que je dis surtout, c'est que le rap propose et apporte quelque chose à la littérature qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Et c'est surtout ça qu'on doit célébrer. Et du coup, je rejoins un peu le deuxième point. Et du coup, pour les passionnés de rap, je trouve ça intéressant de montrer dans quelle mesure le rap s'inscrit dans cet héritage, mais va encore plus loin. Et c'est d'une certaine manière l'idée de se réapproprier cette fierté, de se dire qu'en fait, le rap est capable de faire progresser la littérature. Justement, dans le rap, actuellement, mais même c'est fait dans quelques années, il y a des figures de style, ou en tout cas il y a des rappeurs qui sont très techniques, qui aiment beaucoup tout ça. On pourrait citer Alpha One, Lesram ou Limsa Dolnay. Je propose à ceux qui nous regardent d'écouter quelques extraits. Quand les touristes ont les sacs Gabbana, les blédards sont rapides comme Stéphane Diagana. Ça parle de Punta Cana. N'importe quel mec peut foutre sa calache sous sa cana. Dagouz, Daesh, full souk, sa canard. Bang bang. Oubliez les problèmes et les troubles, y'a le foot, y'a cana. Les maniqueries, violents comme Maniki ou Maniki. Sors un feu dans les rues de Miami, pas là pour faire à Miami. En plus les keufs ils sont graves strict, bientôt je me mets au vert comme si j'étais de gros.
Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short. Frérot, d'où je viens, les gars ils aiment pas ouvrir des livres. Ils préfèrent ouvrir des chichas et des barbershops. Et on fait face à des structures de rimes très recherchées, parfois même mathématiques. Est-ce que selon toi, cette quête absolue de la performance chez ces rappeurs-là, c'est une manière inconsciente pour le rap de chercher une espèce de légitimité au canon classique de la littérature? Franchement, je pense que c'est propre à chaque artiste. Mais dans l'idée, je pense pas que ça soit surtout une nécessité. Mais en revanche, je pense que ça traduit toujours la même chose, cet amour de la langue finalement, et cette idée de s'approprier les mots, de les tordre, de les faire siens en fait finalement. Et ça, en fait, c'est juste la logique d'un écrivain depuis toujours. Donc en fait, pour moi, en fait, il y a une continuité, mais pas une continuité dans l'idée de ressembler à des auteurs classiques, mais plutôt une continuité dans cet amour des mots et dans ce maniement de l'écriture. Et ben dans cette continuité, en fait, dans le livre, moi j'ai été surpris par un rappeur en particulier. C'est Gazo. Babidi babidi bou, tu crois que je t'évite alors que je maille. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on se voie. Et je te donnerai ce que tu veux de moi. Jusqu'à ce que je baille. Gazo, qui est un rappeur qui fait de la drill française, c'est le numéro 1 dans ce genre-là, en France en tout cas, c'est une star du rap aujourd'hui. Et parfois, moi, Gazo, j'avoue, je reconnais, je m'en mets à culpa. C'est beaucoup dans les interviews que je l'ai entendu, j'ai moins écouté ses morceaux à part les tubes. Et du coup, il y a un truc qui me bloque. J'ai l'impression que s'il a rien à dire en interview, peut-être que sa musique, ça va pas forcément me parler. Mais toi, dans le livre, au contraire, tu rends ces lettres de noblesse à Damso et à ses textes. Et ça m'a pardon, à Gazo, pardon. Damso, c'est encore autre chose, mais à Gazo et à ses textes. Et du coup, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que tu trouves au texte de Gazo? En fait, c'est parti un peu d'un constat. Au début, j'ai pas été subjuguée par la beauté de son écriture tout de suite. Mais c'est juste que quand j'écoutais plusieurs de ses morceaux, et je prends notamment Dai, qui est le plus connu, je pense, en exemple dans mon livre, il y a une émotion énorme qui se dégage de ce morceau. Et ça, on peut pas le nier. Enfin, c'est un truc de fou. Et à un moment, je me suis demandé, mais pourquoi ça me touche autant? C'est pas que l'instru derrière, en fait. C'est aussi ce qu'il dit, la manière dont il le dit, les mots qu'il emploie. Et du coup, en fait, c'est Victor Hugo qui disait ça. Ce qui compte le plus, c'est l'émotion qui est transmise et pas les mots qu'on emploie. Et de ce point de vue-là, en fait, Gazo, et ça se retrouve vraiment dans d'autres morceaux qu'il a fait, il a cette capacité à transmettre des émotions, notamment, enfin, le morceau s'appelle Die, mais il y a vraiment la thématique de la mort qui est un peu omniprésente. Et quand on connaît son parcours, etc., vraiment, ce que j'écris, c'est qu'on a l'impression qu'il est toujours tétanisé parce que la mort l'attend à un coin de rue. Et ça, il arrive tellement bien à le mettre en texte. Et là, en vrai, j'en parle, j'ai des frissons et tout. Mais, et ça, je trouve ça super beau. Et je pense que l'émotion, à un moment, elle prime, en fait, finalement, sur une espèce de technique d'écriture, etc. Et au contraire, je trouve que l'espèce de spontanéité qu'il va mettre dans ses mots, dans sa manière de les employer, qui dérange beaucoup, bah finalement, c'est aussi ce qui va accentuer l'authenticité et la sincérité du texte. Et pour le point des interviews, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il est beaucoup moqué en interview et tout. Mais franchement, je vous invite à regarder des interviews de Céline ou de François Sagan. On comprend rien à ce qu'ils disent. Genre vraiment, on se demande, ils sont incapables d'aligner deux mots, on se demande comment ils sont capables d'écrire des romans. Ouais, c'est vrai, il faudrait que je me mette à aller regarder les interviews de François Sagan ou de Louis-Ferdinand Céline. En littérature, on apprend qu'il y a un mauvais style, celui qui dit tout de manière un peu brute, sans laisser de la place à l'interprétation. Pourtant, dans le rap, c'est précisément parfois ce réalisme un peu cru qui fonctionne. Si on prend un artiste, par exemple, comme Kobalade à ses débuts, il y a pas mal de morceaux dans lesquels il est très cru. Morceaux comme Honnête, Ténébreux 4 ou La C. Des belles caisses, des tasses, de la drogue, de la monnaie, du rallye, des litrons, des bosseurs, des guetteurs, les condés, les enquêtes, les saisies, les poucaves, la perquise, la GF, le dépôt, On est dans du brut un peu total. Est-ce que pour toi, Kobalade, c'est entre guillemets de la mauvaise littérature, au contraire une forme de réalisme moderne en fait de ce qu'on peut vivre? Et si jamais tu devais le comparer à un auteur, à qui tu pourrais comparer Koba? Alors déjà, je pense que je suis personne pour dire ce qui est de la bonne littérature, une bonne écriture, etc. C'est très subjectif tout ça. Non, mais je pense que ce qui est très intéressant dans son écriture, c'est effectivement l'idée d'employer un langage hyper ancré dans le réel. Et dans ce point de vue-là, on peut le comparer à des auteurs réalistes, voire naturalistes, donc tout ce qui est Zola, etc. Mais il y a vraiment cette idée que ce que je dis souvent, c'est que dans les
la littérature contemporaine, on va dire un peu classique, le langage, c'est complètement désaxé du réel. C'est-à-dire qu'on lit des choses qui sont écrites avec un langage qu'on n'utilise absolument pas au quotidien. Dans le rap, c'est tout l'inverse. C'est vraiment les mots qu'on utilise au quotidien, les réalités qu'on vit aussi. Enfin, qu'on vit, pas tout le monde, hein. Là, bien sûr. Mais je veux dire, les thématiques et l'écriture sont vraiment beaucoup plus proches de ce que l'on vit au jour le jour. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que ça apporte une écriture qui devient un petit peu une archive du présent, en fait, et qui plus tard sera l'archive du passé. Ouais. Et comme finalement ce que sont les livres classiques. Et du coup, ça, je trouve ça très intéressant. Effectivement, un artiste comme Kobalade l'incarne complètement. Est-ce que aujourd'hui, dans la littérature, peut-être un peu plus contemporaine, on sent qu'il y a des auteurs, je sais pas, hein, c'est une question que je pose, qui se rapprochent un peu de cette écriture qu'on peut retrouver dans le rap. Est-ce que finalement, le rap peut influencer un peu plus la littérature peut-être plus contemporaine? Je pense qu'il y a vraiment une espèce d'élitisme, enfin, moi je le perçois comme ça en tout cas, de la part des institutions littéraires sur d'autres formes d'écriture, et qu'il y a une espèce de cloison, une porte qu'on maintient fermée finalement. Et il n'y a pas justement, enfin en tout cas, des lectures que j'ai lues, il faut dire que j'ai carrément ralenti la littérature contemporaine tellement ça me faisait chier, même s'il y a quelques exceptions. Mais il y a une espèce de volonté de se rester distinct, alors qu'au contraire, il y aurait beaucoup à apprendre de la part des écrivains, les écrivains contemporains auraient beaucoup à apprendre des rappeurs actuels. Et je trouve ça dommage que ce lien ne se fasse pas davantage. Comme ça... J'ai même pas spécialement en tête. Enfin, je peux citer un auteur contemporain que j'aime beaucoup et qui a écrit, en l'occurrence, un prix Goncourt, donc La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bouarsar, où je dirais pas qu'il y a un langage contemporain, mais il y a par moments de la grossièreté ou des situations assez actuelles qui sont présentées qui enlèvent une certaine distance qu'on pourrait avoir avec d'autres textes. Et de ce point de vue-là, après, le récit est absolument extraordinaire de cet ouvrage, etc. Mais je trouve qu'il arrive quand même à utiliser une langue qui va y avoir des variations entre une écriture assez classique et une écriture plus contemporaine. Là, dans l'interview qu'on est en train de faire, je vais faire une petite pause avec un petit jeu. Hein. Il n'y a pas toujours on s'autorise à penser, mais j'avais envie avec toi d'inaugurer ce petit jeu qui s'appelle Qui a dit quoi. C'est un peu un truc classique. Hein. Oui. Tu es fan de littérature, fan de rap. Et donc, on va faire s'affronter Victor Hugo et Baudelaire face à Medine et Alpha One. Je vais te citer une phrase et tu vas me dire si c'est plutôt un auteur de littérature classique ou un rappeur. La première phrase, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Du coup, je dirais peut-être un auteur classique et Victor Hugo. Effectivement, Victor Hugo dans L'homme qui rit. Que dit cette phrase, en gros, pour toi c'est dans l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Comme ça fait très lutte des classes et une population qui profite de l'autre, de la détresse de l'autre finalement, ce qui est assez actuel et contemporain. Effectivement. Ils veulent l'œuvre sans l'homme, l'être sans l'âme, l'enveloppe sans la lettre et l'étui sans l'arme. Comme ça, je dirais Medine. Effectivement, Medine, c'est ça, bien vu. Medine, dans le morceau Ali X. Ils veulent l'œuvre sans l'homme, l'être sans l'âme, l'enveloppe sans la lettre et l'étui sans l'arme. Non, mais ce qui est intéressant, pour le coup, il a une écriture assez classique, Medine. Ce qui fait que là, pour le coup, c'était assez... j'aurais pu redire Victor Hugo ou je sais pas qui. Mais non, et après, c'est hyper intéressant. C'est l'idée... je sais pas, la manière dont j'interprète, en tout cas, c'est l'idée, l'espèce de superficialité qu'il peut y avoir dans l'adoration qu'on va avoir au niveau de la culture. On va jamais aller en profondeur, et notamment quand on va être sur des thématiques engagées, on va tout de suite mettre l'auteur un petit peu plus en écart pour retenir que ce qui nous plaît, finalement. Effectivement. Troisième citation, le ciel est noir, le ciel est bas, mon âme est une chambre froide. Je dirais littérature classique. Effectivement, c'est Charles Baudelaire, écrit sur le spleen. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que quand je disais Medine, il a une écriture un peu classique. Au contraire, Baudelaire, il a une écriture super moderne. Et je trouve que c'était un petit peu le premier des rappeurs, parce qu'il était le premier à intégrer justement la vulgarité comme un élément esthétique et à tirer un peu de la beauté de ce qui est sombre et noir. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et ça, je trouve qu'on aurait clairement pu le retrouver dans un morceau de rap, quoi. Effectivement. Quatrième citation. On ne comprend pas les mêmes choses, même si on lit le même livre. Rap.
Ouais, Et tu pourrais trouver qui dans le rap a dit ça? Bon, après, c'est un peu comme ça, non. large. C'est Alpha One. Ok, Dans le morceau Langage crypté. ok. On comprend pas les mêmes choses, Mm. même si on lit le même livre. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça m'évoque? Je fais que me répéter, l'overdose est probable dès la première ligne. On comprend pas les mêmes choses, même si on lit le même livre. La routine enferme, j'aimerais que mes gars deviennent libres. Bah, je pense que c'est un éloge de la subjectivité finalement. Je pense que c'est aussi l'idée de se dire que chacun a sa vérité et qu'une même histoire peut être perçue différemment selon les points de vue. Effectivement. Et moi, je tiens juste à dire que une de mes punchlines d'Alpha One préférées, mais qui est connue par les amateurs de rap, et j'imagine même au-delà, ici c'est racisme et vente d'armes et des clodos à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle dame nation. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai dit... Ouais. Mon Très esprit a technique. explosé. Le piège, dans le morceau Le Piège. Ouais. Et on va terminer par une phrase d'un rappeur ou d'un auteur. Je préfère mourir incompris que passer ma vie à m'expliquer. Je pense que c'est un écrivain classique. Et qui? Je crois que je le sais, mais là, Mais je l'ai pas en tête. Effectivement, c'est une citation assez connue de Ouais. Shakespeare, en fait. Ah oui, C'est ok, Shakespeare, ouais. mais de nombreux rappeurs l'ont reprise, Ouais. notamment Youssoupha Ouais. dans un morceau qui s'appelle Où est l'amour? Donc je Mm. préfère mourir incompris que passer ma vie à m'expliquer. Et dites au l'homme de pute que je vais pas répliquer, que je préfère mourir incompris que de passer toute ma vie à m'expliquer. Donc Shakespeare, mais Youssoupha dans un autre genre, peut-être Ouais. justement. Il a remis cette phrase au goût du jour. Justement, tout à l'heure, tu en parlais, Mm. et là, j'ai fait ce lien entre littérature et rap. Tout à l'heure, tu parlais de l'élitisme dans le milieu littéraire. Et donc, justement, on reproche souvent un certain snobisme des élites par rapport au rap. Mais est-ce que parfois, aujourd'hui, on n'est pas aussi dans un sens inverse? Parfois, on va chercher chez des rappeurs, et justement, enfin, c'est un peu ton livre, hein, du coup, je te pose cette question, des références littéraires, alors que parfois, peut-être, il n'y en a même pas. On va trouver peut-être du Baudelaire chez Freeze Corleone, Ouais. on va trouver du Victor Hugo chez Jules, je sais pas, en tout cas, certains peuvent le voir comme ça. Est-ce que finalement, on dénature pas un peu le rap quand on fait ça? Parce que le rap, mine de rien, c'est plutôt une musique dans l'urgence et qui n'a pas forcément vocation à se dire je veux absolument être à l'Académie française. Bah, déjà, je pense qu'il faut garder en tête qu'effectivement, faire ces liens, etc., ça doit jamais être pour légitimer le rap d'une quelconque manière. Le rap est légitime selon ses propres codes, selon son propre style, sa propre écriture. Et finalement, c'est le public qui l'a placé en tête des musiques en France. Donc, de ce point de vue-là, sa légitimité, il l'a conquise par le peuple. Ça, c'est dit. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je pense que faire des crossovers comme ça, faire des liens, des dialogues, etc., c'est toujours très amusant à faire. Enfin, moi, personnellement, j'adore les crossovers, pas que entre rap et littérature, sur plein d'autres sujets, mais je pense que ça intéresse un peu moins les gens. Il y en a un exemple, par exemple, de sujet. Ouais, moi, je fais des crossovers Barba Papa Bridgerton. Ok. Mais je suis pas sûre que ça passionne les gens. Quoique, Donc, il y a peut-être un public aussi pour ça. Peut-être. Mais du coup, là, en l'occurrence, il y a quelque chose de très satisfaisant. Et je pense qu'aussi, les dialogues qu'on peut faire entre des auteurs, ça apprend des choses aussi parce qu'on les fait dialoguer, on voit la ressemblance, mais on voit aussi ce en quoi ils diffèrent. Et en fait, les endroits où ils sont différents, ça va raconter des choses. Ça va raconter des choses de l'évolution de la société, de qui tient la plume, de la différence des combats, des similitudes ou des différences des combats. Et tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que en fait, le dialogue, de manière générale, ça ouvre plein de réflexions, de questions, d'interrogations. Et c'est dans ce sens-là que je trouve ça hyper intéressant. En revanche, effectivement, ça ne doit jamais être fait pour légitimer le rap, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Et mon dernier point, je pense que c'était un peu l'idée d'un snobisme, quand tu parlais d'un snobisme dans le rap. Je pense qu'on a un petit peu tendance aujourd'hui à essayer de créer une hiérarchie entre les différents rappeurs dans les styles d'écriture. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que la littérature, d'ailleurs, on peut prendre l'exemple de l'histoire littéraire, elle se bat un petit peu par rapport à ça depuis des siècles. L'idée de toujours critiquer la nouveauté, que finalement, le nouveau fait toujours scandale avant de s'imposer comme une norme. Je pense que c'est intéressant de regarder un petit peu l'histoire littéraire et de s'en inspirer pour comprendre que finalement, ça ne sert à rien de critiquer l'évolution du rap, mais il faut juste accepter sa diversité. Le rap a commencé petit, on va dire, centré autour d'un seul style, et il s'élargit de plus en plus. Et il y en a qui peuvent le regretter, et je peux le comprendre, mais il ne faut pas non plus être
tout le temps réfractaire face à la nouveauté. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose de très sain et qui prouve la vitalité d'un art. Effectivement, on a parfois tendance à dire le rap c'était mieux avant. Ouais. Alors Mais que... ça, on les dit de tout, en fait. Ouais. C'est classique. En fait, souvent, c'est la nouveauté Ouais. qui nous freine un peu, alors que je pense aujourd'hui, en plus, en tant qu'auditeur de rap depuis de nombreuses années, que le rap, c'est mieux maintenant, mais parce qu'il y a une diversité Ouais. beaucoup plus importante et que tout le monde, si on cherche un peu, on peut trouver Ouais, son exactement. style et ce qui nous plaît vraiment dans le rap. Dans le livre, il y a un parallèle qui est fait entre Charles Baudelaire et Orelsan, ce qui a pu arriver à Charles Baudelaire et Orelsan. Charles Baudelaire a lui été condamné pour les Fleurs du Mal au 19e siècle. Et Orelsan aussi, à ses débuts, suite à des textes polémiques, et s'est retrouvé au tribunal. Aujourd'hui, Baudelaire est une institution, on le trouve dans les manuels scolaires. Orelsan, il devient un artiste très, très populaire. Est-ce que pour devenir un classique de la littérature, parfois, il faut passer par la case polémique, scandale? Je pense pas que ça soit une nécessité. En revanche, ça peut être une stratégie. Ou non, d'ailleurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des auteurs qui vont choquer sans le vouloir et d'autres qui vont chercher à choquer. Et en vrai, c'est aussi le jeu de l'art. Enfin, ça paraît dans toutes les disciplines artistiques. Il y a cette idée que la polémique va faire du bruit et va faire connaître un artiste. Donc je pense pas qu'il faille forcément en passer par là, mais en revanche, je pense que ça peut être une stratégie intéressante. Et effectivement, de ce point de vue-là, il faut prendre un peu de recul face aux polémiques qu'il peut y avoir autour de rappeurs contemporains, en se disant que finalement, on n'est pas très différent d'autres domaines artistiques. Ouais, peut-être que dans quelques années, on étudiera des textes d'Orelsan au bac de français. Ouais, mais tu parlais d'Orelsan, mais je pense que c'est intéressant aussi quand Damso s'est fait écarter de l'hymne national de Belgique aussi. Ça, c'était une vraie polémique qui paraîtra, je l'espère, complètement dérisoire dans quelques années, parce que c'était clairement du racisme, quoi. Bah, clairement, surtout qu'en plus, dans l'histoire, on a refusé à Damso son hymne pour l'équipe nationale de Belgique en football, soi-disant qu'il y avait des textes misogynes, sexistes et autres. Et pourtant, pour cette année, la Belgique a choisi pour l'hymne Roméo Elvis, qui lui a été accusé justement d'agression auprès de jeunes femmes. Donc oui, effectivement, l'histoire de Damso, c'est clairement du racisme. Et dans le rap, c'est peut-être aussi ça qui fait que le rap est perçu parfois par certains, peut-être aussi ça, pour moi c'est presque une évidence, mais que le rap est perçu par certains comme un genre non littéraire, un sous-genre, enfin même pas un sous-genre littéraire, de la sous-culture, comme disait un certain Eric Z. Et oui, c'est aussi pour ça, c'est le racisme aussi qui fait ça. Ouais, je pense que c'est non seulement le racisme, mais aussi le classisme, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de mépriser tout ce qui est populaire, en fait, finalement, avec effectivement une énorme couche de racisme par-dessus, et l'idée de se dire qu'on ne va même pas considérer, ni même tendre l'oreille à quelque chose qui vient d'en bas. Et donc ça, évidemment, il y a quelque chose à déconstruire à fond là-dedans. Effectivement. Et la place de la femme, aussi bien dans la littérature que dans le rap. Dans le livre, tu rappelles la femme a longtemps été invisibilisée dans la littérature. Et dans le rap, on a à peu près le même syndrome. Il n'y a que Diams, cette dernière... qui a vraiment essayé, qui a plus ou moins mis tout le monde d'accord. Après, aujourd'hui, il y a d'autres artistes qu'on pourrait rapprocher du rap, même si elles ne font pas du rap, comme des Théodora ou Aya Nakamura, qui prennent leur place. Mais encore aujourd'hui, notamment là-dessus, avec ces femmes qui apparaissent dans l'industrie musicale et dans la musique dite urbaine, entre guillemets, on est souvent en train de les comparer et on est souvent en train de dire qu'en gros, qu'il n'y aurait qu'une seule place. L'autre doit remplacer l'autre, ou sinon, on crée des petites animosités totalement fictives entre femmes, et notamment des femmes non blanches. Comment tu expliques justement aussi que ce soit dans la littérature à une époque et dans le rap aujourd'hui, la place de la femme soit si difficile à faire? C'est vrai que c'est bien de prendre du recul parce qu'on reproche souvent au rap de ne pas laisser de place aux femmes. La littérature l'a pas plus fait. C'est-à-dire que les femmes autrices dans les derniers siècles, aujourd'hui ça va un peu mieux, c'était très rare, c'était très compliqué. Elles se sont fait insulter, exclure, elles ont dû prendre des pseudonymes. C'était beaucoup plus compliqué d'être une écrivaine au 19e siècle qu'être une rappeuse aujourd'hui, je pense. Mais effectivement, on a tendance forcément à pointer du doigt le rap parce que populaire, parce que si, etc. En vrai, c'est juste le reflet d'une société patriarcale qui laisse peu de place aux femmes dans leur expression,
peu importe les domaines finalement. Et du coup, ça se transparaît finalement dans les disciplines littéraires, artistiques, etc. Aujourd'hui, on voit que ça change un peu dans la société, ça bouge un petit peu. Je pense que ça bouge un petit peu aussi côté rap, côté industrie musicale. J'espère que ça va l'être davantage dans les années à venir. Et effectivement, cette idée de comparaison entre des femmes noires notamment, j'ose espérer que ça va un peu s'atténuer dans les années à venir parce qu'il y aura de plus en plus de femmes et qu'au bout d'un moment, on les compare parce qu'elles sont peu nombreuses finalement. Il y a aussi cette idée de rivalité féminine qui est beaucoup mise en avant. J'espère et je pense en tout cas que ça devrait aller mieux dans les années à venir avec justement l'apparition de nouvelles artistes femmes. Et justement, est-ce qu'il y a des rappeuses que tu pourrais nous inviter à découvrir, là, 2-3 noms éventuellement? Là, récemment, je suis tombée sur Josh Shani, Ouais. où elle a une plume de fou. Et j'en suis là grâce à mon taf et à mes actes. J'ai fini nouvelle école ni la Starac. Je suis pas dans les révélations et pourtant je fais un son et je les réveille à fond. Mon esprit va entre rêve et passion. Ça m'avait manqué, on le fera si Dieu veut. Je suis pas un garçon manqué, juste une meuf qui fait mieux que. Du bruit pour Charlie. Franchement, j'ai pas trop creusé encore, mais j'arrive pas à me dire qu'il faut que j'écoute beaucoup plus ce qu'elle fait parce qu'il y a vraiment un potentiel de malade. Donc là, je pense que c'est une pépite émergente. Et je pense qu'on va beaucoup entendre parler d'elle. Effectivement. Même si on entend déjà parler d'elle actuellement. Oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Notamment, elle a fait une apparition remarquée dans la cérémonie des Flammes récemment avec quelques textes et quelques punchlines, avec un texte et quelques punchlines plutôt bien trouvés, j'ai trouvé aussi. Justement, en parlant de la jeune génération de rap ou de rappeuses, aujourd'hui, c'est les rappeurs en fait qui dictent un peu les mots qu'on emploie dans la société. Les jeunes reprennent beaucoup l'argot des rappeurs. Leurs mots apparaissent maintenant dans le dictionnaire. À l'époque, Louis-Ferdinand Céline aussi utilisait l'argot, il a fait rentrer tout ça dans la littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les rappeurs, c'est les derniers en fait, gardiens de la vitalité de la langue française ? Je sais pas si c'est les derniers, j'espère qu'en tout cas, c'est les actuels. Non, mais en revanche, ça, c'est hyper intéressant. Enfin, le rap est vraiment un espace de réinvention de la langue française. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on se plaint des évolutions de la langue, enfin de la langue française. On se dit toujours qu'on tord la langue, qu'on l'abîme, etc. Mais en fait, la langue française est une langue vivante qui doit évoluer. Et si on ne la fait pas évoluer, on la condamne à mourir. Et donc, en fait, les rappeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils la font vivre au sens propre du terme. Et la tort, justement, c'est l'aimer. Quand on invente des mots, quand on se les approprie, quand on invente des expressions, c'est justement, on enrichit considérablement non seulement la langue française, mais vraiment la culture. Ouais, non, effectivement, je pense que là-dessus, tu le rappelles dans le livre, et c'est parfois des choses qu'il est bon de rappeler parce que on a tendance, et on le disait un peu plus tôt, à parfois caricaturer les rappeurs, soit qu'ils ont peu de vocabulaire ou que c'est pas vraiment de la culture, alors que finalement, tu as raison, ceux qui font vivre la langue française. Et ça a été démontré d'ailleurs en termes de vocabulaire qu'il y a beaucoup plus de diversité de vocabulaire dans le rap que dans d'autres genres musicaux. Donc, Oui, non, mais c'est même évident. C'est évident. Non, mais en fait, c'est parce que je me rends bien compte qu'il y a toute une partie des gens, et tu l'expliques aussi très bien dans le livre, en fait, qui découvrent le rap à travers peut-être certains morceaux. Ils ont l'impression que c'est très faible ou pauvre, littéralement, de manière littéraire, que c'est pas très riche comme langue, alors que la réalité, c'est qu'il y a plein de mots que des jeunes aujourd'hui vont découvrir grâce au rap. Il y a plein de mots que les rappeurs vont intégrer afin de faire en sorte que la société en parle, enfin les utilise de plus en plus. Donc de ce point de vue-là, voilà, à travers ton livre, tu rends un peu ces lettres de noblesse au rap, et à ce niveau-là, c'est appréciable. La littérature, c'est aussi des grandes œuvres. Souvent, les œuvres classiques qui restent, c'est parfois des grandes œuvres littéraires. Et on a l'impression aujourd'hui que dans la musique, à l'ère du streaming et de TikTok, qu'on peut un peu perdre aussi ce genre dans le rap, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on est moins dans des formats albums, on peut plus dans des formats singles ou de 2 minutes, histoire que l'algorithme de TikTok adore et que le morceau devienne populaire. Est-ce que ce chemin que prend la musique, plus généralement, et le rap aussi en particulier, ça va pas un peu détruire la façon... Enfin, la façon dont les rappeurs peuvent écrire, c'est-à-dire et parfois justement être dans des formulations, dans des constructions plus littéraires. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que les formats TikTok
empêche la créativité et des rappeurs? Déjà, je me fie toujours de cette idée d'avoir peur de la nouveauté, etc. Non, en revanche, ce que je vois, c'est plutôt l'idée... un roman, c'est un gros bloc, c'est beaucoup de mots. Un morceau de rap, c'est beaucoup plus court. Pourtant, on peut avoir la même profondeur en un espace plus restreint. Et je ne pense pas que la qualité d'une écriture ou d'une œuvre soit corrélée forcément à sa taille. Et ça me fait surtout penser, parce que tu disais justement quelques secondes sur TikTok, etc., le rap a quand même inventé la punchline, qui est quand même l'art de condenser une idée en quelques mots. Et d'un point de vue littéraire, je trouve ça extrêmement fort, parce que ça existait de certaines manières avant, mais je veux dire que le rap l'a vraiment sublimé. Et cette idée justement finalement de rentrer une histoire dans une phrase, c'est assez fou. Et c'est aussi une forme d'art, et c'est aussi une forme d'art littéraire. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça hyper intéressant. Je ne pense pas qu'il faille forcément se méfier d'avoir un espace de création plus restreint. Après, bon, on verra comment ça évolue, etc. Mais comme ça me terrorise pas vraiment. Aux États-Unis, le rap est étudié à Harvard depuis plus de 20 ans. Kendrick Lamar a reçu même un prix Pulitzer. Pourquoi en France, qui est pourtant le deuxième plus gros marché de rap au monde, ça met du temps à ce que les rappeurs soient acceptés comme des écrivains? Récemment, il y a quelques rappeurs qui ont été reçus dans des grandes facs pour expliquer leurs textes, mais on est quand même pas au niveau des États-Unis. Est-ce qu'il y a toujours ce complexe en fait de supériorité avec la langue de Molière, qui fait qu'en fait les rappeurs ne seront jamais considérés, en tout cas pour une partie de l'élite, comme des écrivains? Je pense déjà il y a quelques rappeurs qui ont été distingués quand même, mais des rappeurs un peu classiques où vraiment ne pas reconnaître ne pas voir la beauté de leur écriture, ça serait quand même trop hypocrite, donc pas le choix quand même. Donc je pense à MC Solar, qui je crois il est chevalier des ordres et des lettres. Mais effectivement, avec des rappeurs plus contemporains, il y a plus de rejet, on va dire. Je pense qu'il y a quand même, je crois qu'il y a quelques profs de français qui commencent à intégrer un peu de rap à leur cours. C'est très intéressant. Après, effectivement, comme tu dis, c'est pas énorme. Enfin, on est encore très frileux face à ça. Je ne sais pas comment expliquer le retard par rapport aux États-Unis. Je ne pense pas que les États-Unis soient un grand modèle non plus. Mais non, je me dis qu'il y a peut-être une forme de l'élite française, l'élitisme français, le goût de l'excellence, etc., qu'on a du mal à voir sous un autre jour, et qu'on voit finalement toujours à travers un regard un peu conservateur peut-être. Mais je pense que ça va évoluer dans les années à venir, parce que de toute façon, notre génération, elle écoute essentiellement du rap, comme on le sait. On va avoir des enfants et on va leur transmettre ce goût-là. Et au bout d'un moment, j'espère en tout cas que ça sera naturellement. Et justement, comment tu expliques aussi que aujourd'hui le rap est la musique numéro 1 en France? Il y a même plus de discussion là-dessus. Est-ce que comment on en est arrivé là? Et est-ce que c'est lié à justement ce qu'on dit là, l'amour des mots, l'écriture, et qu'on arrive à toucher le cœur des gens? Les rappeurs ont réussi à toucher le cœur des gens de manière plus directe que d'autres genres musicaux. Comment t'expliques que le rap ait pu passer d'une musique très marginalisée à être aujourd'hui en tête des ventes partout? Je pense que c'est ce que tu dis, c'est que les gens se reconnaissent. Après, je sais que tout le monde ne fait pas forcément attention aux paroles, etc. Moi, je pense quand même un minimum. Je pense que les gens, ils aiment bien dire non, mais en vrai, j'écoute pas. Mais en vrai, les mots, ils viennent vers toi, et même si c'est inconscient, tu les intègres, tu les ingères, etc. Je pense que c'est vraiment l'idée de se reconnaître dans une écriture. Et moi, je suis persuadée que tout le monde aime les mots et tout le monde aime l'écriture, mais on n'aime pas forcément les mêmes. Et du coup, on pense qu'on peut ne pas l'aimer, alors que finalement, c'est qu'on n'a pas été confronté aux formes d'écriture qui nous ressemblent. Et je pense que le rap met la plupart des gens d'accord, justement parce que ça offre un miroir assez réaliste finalement de qui on est. Ça nous offre des échappatoires, ça met aussi en avant, ça c'est intéressant aussi, mais les réalités et les thématiques actuelles et contemporaines de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de détachement un peu intellectuel et élitiste. On est vraiment dans le concret, dans ce qui se passe dans la société, que ce soit les violences policières, la réalité de l'immigration, des choses comme ça. On est en plein dedans. Dans une littérature classique, en tout cas contemporaine, on va dire, on est un peu éloigné de ces thématiques très concrètes et très réelles. Et du coup, forcément, je comprends que des gens, on en parlait tout à l'heure, mais il y a déjà le vocabulaire qui est quand même éloigné de la réalité. Mais en plus, les thématiques qui sont abordées, elles le sont également. On est quand même sur des univers un petit peu, moi je trouve, très souvent bourgeois, avec des intrigues bourgeoises. Je peux comprendre qu'il y a un peu une distance qui se mette, et qu'une personne
qui n'a pas ces codes-là, parce que c'est quand même la majorité des gens qui n'ont pas ces codes-là, se sentent mal à l'aise face à ce genre d'écriture et se reconnaissent davantage dans une écriture qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité que la plus majorité de la population vit. Et du coup, je pense que ça, c'est hyper intéressant. Et ça me fait rebondir sur un autre truc aussi. On se plaint beaucoup du fait que, justement, les jeunes, ils lisent de moins en moins. C'est toujours le CNL, tous les ans, il dresse un constat alarmant, genre c'est catastrophique, les jeunes lisent plus, etc. Mais en fait, je pense que la littérature, il ne faut pas seulement la considérer comme un livre papier comme ça. Ce qui compte, en fait, c'est la manière qu'on a de consommer les mots, la manière dont les mots vont venir à nous. Et c'est juste qu'aujourd'hui, nos habitudes, elles ont évolué et notre manière de consommer les mots également. Et aujourd'hui, on passe en fait notre temps avec des mots dans les oreilles. Et ça, on ne le prend pas en compte. Alors que finalement, du coup, c'est une autre manière d'intégrer la littérature. Et ça, je trouve qu'on devrait un petit peu ouvrir les yeux là-dessus et se réjouir... Enfin, ouvrir les yeux sur vraiment, du coup, l'évolution des habitudes dans notre rapport aux mots et se réjouir du fait que finalement... Est-ce qu'on n'a pas plus accès aux mots et à la littérature qu'avant parce qu'on l'a constamment dans les oreilles? Effectivement, et quand on a dans les oreilles, ça peut aussi nous permettre de nous engager, et notamment donc politiquement ou dans la société. Beaucoup de grands auteurs ont des impacts directs sur la société en s'impliquant politiquement. On peut penser à Victor Hugo qui allait jusqu'à s'exiler suite au coup d'État de Napoléon III, ou Zola qui a beaucoup œuvré dans l'affaire Dreyfus. Dans le rap, il y a eu une période du rap français où les artistes s'engageaient. Je me rappelle du 11 minutes 30 contre les lois racistes ou autres. Et ces derniers temps, c'est un peu moins le cas, à part en 2024 où il y a eu un titre qui s'appelait No Passaran, qui a aussi suscité sa polémique, mais au moins les rappeurs des rappeurs ont décidé de s'engager. Est-ce que un bon rappeur est un rappeur engagé? Est-ce qu'un bon auteur est un auteur engagé? Ça, c'est une question que je pose effectivement dans mon livre. Est-ce que la littérature ou le rap, du coup, est-ce que l'écriture n'était pas toujours engagée? Selon moi, elle l'est. Parce qu'on dit toujours quelque chose de la société et on écrit toujours depuis un point de vue. Et le point de vue, il est toujours d'une certaine manière politique et engagé. Ce que je trouve hyper intéressant, tu citais justement des auteurs un peu classiques qui se sont engagés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces auteurs un peu classiques, ils sont engagés souvent pour défendre les pauvres, en tout cas les populations auxquelles ils n'appartenaient pas. Du coup, ils prenaient la défense de ceux qui ne pouvaient pas s'emparer des mots. Ce qui est hyper intéressant avec le rap aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus cette idée de mentor, de quelqu'un qui représente, c'est que les rappeurs se représentent eux-mêmes et racontent leur propre réalité. On passe d'objet d'étude à sujet à part entière. Et ça, déjà, je trouve ça absolument exceptionnel. Enfin, c'est vraiment... quand même, c'est... Ça enlève, je trouve ça très important. Ensuite, ce qui est hyper aussi intéressant dans l'engagement qu'on peut retrouver dans le rap. Alors, effectivement, l'engagement, je pense qu'il était plus visible avant. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé de cette diversification du rap. Forcément, il y en a qui vont rester engagés, d'autres qui vont l'être moins. Mais je pense qu'aussi, de temps en temps, il peut se cacher aussi l'engagement peut se cacher dans les détails. Je pense que quand on raconte... Enfin, tu parlais de Kobalade. Quand on raconte une existence comme Kobalade le fait... Je trouve qu'il y a une forme... Enfin, on dit quelque chose de la société, et de ce point de vue-là, il y a une dimension politique qui se cache derrière. Et je trouve que de manière générale, tout ce panel de textes de rap, si on les prend comme ça, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, ça a permis de former une espèce d'hégémonie, de renverser l'hégémonie culturelle. J'en parle dans mon livre, le concept de Gramsci. C'est-à-dire que on a des discours dominants qui sont imposés par les institutions, par les médias, par la politique, etc., qui nous racontent une version d'histoire. Le rap est arrivé et a proposé massivement, avec une écoute massive de la population, de raconter une autre version des faits. Et si je prends mon cas personnel, je sais que le rap a complètement forgé mes convictions politiques parce que j'entendais des choses dans mon entourage, à l'école, dans les médias, qui étaient une version des faits sur laquelle j'étais un petit peu sceptique. Et en fait, quand j'ai découvert des textes de rap, j'ai compris en fait ce qu'était la réalité. Et je me suis dit, OK, en fait, ça se passe comme ça. Et de ce point de vue-là, je trouve que non seulement, effectivement, le rap est tout le temps d'une certaine manière engagé, mais en plus de ça, il arrive à avoir une action concrète, c'est-à-dire à renverser des mentalités et à fédérer des gens finalement de manière politique. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Justement, est-ce que tu disais le rap t'a aussi permis de t'éveiller, ta conscience politique peut-être? Il y a un morceau, un rappeur, quel a été le déclic en fait? Je pense que le rap, j'ai découvert avec le morceau La fin de leur monde de I.Am. Compte tenu de la pression patriotique, j'admire les gens de gauche en Israël, en Amérique. Est-ce qu'on vaut mieux en France?
Désolé si j'insiste, mais regardons-nous franchement, on est aussi raciste. Ensuite ils vendent ma liberté au marché public. Ils tannent grave avec les valeurs de la République. La République, elle passe ses week-ends en régate, puis se prostitue de toutes parts pour un Airbus ou une frégate. Donc très politique, Ouais, très politique. très politique, hyper intéressant. Je pense que c'est vraiment là où, dans ma tête, ça a fait... Il y a eu un retournement, enfin, on me ment depuis le début. Je me suis dit, voilà la vérité. Enfin, en tout cas, je trouvais ça intéressant de découvrir une autre vérité que celle qu'on m'apprenait depuis le début. Du coup, ça a été vraiment un déclic. Et après, en vrai, un peu tout ce que j'ai découvert par la suite, ça m'apprenait vraiment juste une réalité. Ça me présentait les choses et ça m'exposait une réalité à laquelle moi, j'avais pas forcément accès et sur lesquelles j'avais vraiment... J'étais finalement un petit peu dans une espèce de peut-être de tour d'ivoire. Et en grandissant, mais c'était très tôt, tout ça c'était au collège, au lycée. Très tôt, je me suis sensibilisée du coup à ce qui se passait en dehors de mon petit milieu qui était quand même un petit peu privilégié. Et j'ai commencé à m'intéresser finalement à la société, quoi. Et du coup, je pense que ce morceau, c'est un peu ce qui a été le plus fondateur. Et après, de manière générale, tous les autres textes qui ont suivi, je dirais, ouais. On approche de la fin. Je l'ai dit au tout début, tu as une page Instagram, Mots Croisés, où justement tu fais aussi ce travail entre rap et littérature. Et sur la vidéo que tu as postée aujourd'hui, en tout cas la dernière vidéo que moi j'ai vue sur ta page Instagram, au moment où on enregistre cette émission, tu fais justement un lien entre Damso, le morceau Macarena, et un livre. C'est quel livre et quel est le lien? Est-ce que tu peux nous résumer en quelques minutes cette vidéo, bien sûr. Le lien que je fais, c'est avec Belle du Seigneur de Albert Cohen, qui est mon livre préféré de tous les temps. Et vraiment, pour moi, ce sont les mêmes œuvres, le même fond, à quelques décennies d'écart, finalement. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a vraiment l'idée de cet amour très toxique, finalement, et très nocif, avec des fluctuations de l'amour, de la souffrance, de la haine, etc., avec un homme, clairement, une masculinité très, très complexe là-dedans. Et je trouve que vraiment, justement, c'est un peu la même chose qui est dite, mais avec des mots différents et des styles différents. Et chacun, en fait, fait ce travail de sublimer la langue à sa manière. Et je trouve ça vraiment passionnant de voir comment un même thème peut être, une même histoire, finalement, peut être traité et abordé de différentes manières. Et la manière dont chacun s'approprie les mots, la manière dont chacun fait vivre son histoire, finalement. Moi, je connaissais Macarena de Damso, bien sûr. Moins Belle du Seigneur de Albert Cohen. Donc, la vidéo m'a donné envie. Et là, ce que tu viens de dire me donne envie peut-être de découvrir ce livre. Et d'ailleurs, je rebondis, mais Albert Cohen, dans ce livre, il n'utilise pas un seul style d'écriture. En chaque chapitre, en fait, on se place du point de vue d'un autre personnage. Et par moment, on va être dans la tête d'un personnage. Ce qui fait qu'il y a de temps en temps, ça peut faire un peu peur comme ça, mais je vous assure qu'en vrai, c'est cool. Il peut y avoir 20 pages sans ponctuation, sans rien du tout, parce qu'on est juste dans la tête de quelqu'un. Et du coup, là, pour le coup, c'est très concret, c'est très ancré dans la réalité. Bon, la réalité d'il y a quelques décennies. Bien sûr. Mais il y a quelque chose d'hyper innovant, en tout cas, dans sa manière d'écrire et de manier la langue, que je trouve hyper intéressante pour le coup. Et du coup, vraiment, cette variation au fil des chapitres. Alors, on n'est pas toujours dans la tête de quelqu'un. Il y a des moments, au contraire, on va être dans la poésie complète, enfin, vraiment, de la poésie pure, quasiment, avec un langage qui peut paraître assez vieilli, mais qui n'est pas plus moche pour autant. Mais du coup, c'est très intéressant de voir comment... c'est un gros pavé aussi, mais au fil de ces pages-là, il arrive à un petit peu alterner entre les genres pour montrer justement que l'écriture, une belle écriture, c'est pas une seule manière d'écrire. Si tu avais la possibilité, le pouvoir absolu de faire entrer un texte, un seul, au programme du bac de français, un texte de rap, ce serait quel morceau et quel artiste et tu pourrais étudier, je sais pas, quelle figure de style éventuellement. Parce qu'à quel morceau, quel artiste? Je peux faire la facilité, du coup reprendre La fin de leur monde de Aya, même si finalement il est un peu vieux déjà ce texte. Mais je pense qu'il est très intéressant en termes d'éveil de conscience politique un petit peu. Je ne sais pas si c'est la place de l'école, mais en tout cas je pense que ça peut être intéressant d'analyser ça. Et même si les profs n'ont pas le droit de prendre parti, etc., juste de dire pourquoi on a ces deux auteurs qui disent ça. Pourquoi ils présentent les choses d'une manière totalement différente de ce qu'on apprend dans les cahiers d'histoire. Et je pense que ça peut être hyper intéressant, justement, d'offrir une autre perspective par rapport au manuel scolaire. Du coup, je pense que... Et après, au niveau du maniement des mots,
n'y a rien à redire, quoi. Effectivement, IAM, la fin de leur monde. Bientôt au bac de français pour Juliette Mita. Merci Juliette d'avoir été avec nous. Je rappelle ton livre Rap, littérature 2.0 de Victor Hugo à Booba, de Baudelaire à Dinos, un dialogue pour repenser l'écriture. Je vous le conseille, c'est aux éditions Le Duc Société. Et ce fut un plaisir Plaisir partagé, merci beaucoup. d'avoir pu discuter avec toi de ton livre et de littérature et de rap. C'est pas toujours le cas aux médias, donc du coup, merci de nous avoir permis ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur le site du média, sur la page YouTube, et bien sûr, peut-être que vous nous regardez même sur le canal 257 de votre Livebox. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'OZAP. Je vous laisse avec la suite des programmes du média.